All right. Murphy? Yes. Santé. What's up? Santé, c'est quoi? c'est... Cheers, c'est le pire drink probablement. Tu sais, Oh, man. je fais une année sans bière. Oui, ouais. Fait que... Pas super down, c'est quoi? C'est du melon d'eau. Mais je dirais pas c'est quoi parce que j'ai ça faire la publicité gratuite. Mais je voulais qu'on ait un drink pour notre premier épisode. OK. Parce que on prend souvent des bières ensemble. Oui, ben oui, absolument. De la buzz. Oui, de la buzz au Benelux Benelux de Verdun. D'ailleurs, on s'est jamais vu en dehors de Verdun, je pense. c'est-tu notre propre... Non, dans des shows de hip-hop. Dans les shows de hip-hop, dans Ouais. les lancements, on se croise des fois, mais les premières fois qu'on s'est vu, c'était dans les festivals beaucoup. Ouais, c'est ça, Ouais. dans les shows d'À la Claire, tout le temps. C'est quoi la première fois qu'on s'est vu? C'était, tu faisais le lancement de ton truc quand tu partais en tournée avec des bands puis tout ça. J'étais avec Jay Saint-Louis en 2011. Ah oui! Wow! Hey, toi, t'as vraiment une mémoire de malade mentale. Là, Tabarnak Ouais. de mémoire. T'en as parlé souvent aussi. Là, Oh, que, ouais, que c'est ça. C'est comme une mémoire photographique. Genre. Ouais, ben oui, mais tu sais, des fois, elle peut me faire défaut, c'est sûr. Je pense pas que ma mémoire est infaillible non plus, là, mais ouais, j'ai une tabarnak de mémoire. Là, mais c'est parce que c'est ce qui me rapproche de qui je suis. Si je fais pas des exercices réguliers, de mettons, ah ouais, tu te rappelles cette tune-là que tu as téléchargée sur Napster en 2000, je suis pas bien en vie. J'ai besoin de faire ça, puis j'ai besoin d'aller chercher par étapes. J'ai besoin d'aller chercher des chemins qui vont me mener vers ah, ok, oui, je me rappelle, en 2010, je m'étais rappelé que j'avais beaucoup aimé cette chanson-là en 2001. Fait que c'est ça. Donc tu t'entraînes ta mémoire extrêmement... Malgré moi, c'est ça. C'est pas quelque chose qui... Je pense pas que ça soit une espèce de don. Je pense juste que c'est parce que je veux pas... J'ai peur d'oublier, dans le fond, puis j'ai besoin d'être 100% Murphy Cooper tout le temps et ça, c'est moi qui suis raccordé à ce que je suis depuis toujours, puis si je fouille pas constamment dans ma mémoire, ben je suis pas bien. Moi, mes premiers souvenirs avec toi, parce qu'effectivement, tu m'avais vu au lancement de 12track.tv. 12track, c'est ça. Il y avait Simple Plan, c'est la première fois que j'ai rencontré Simple Plan Murphy était Cooper là? et Pierre Bouvier. Wow. Mais- Maintenant, je suis plus connu qu'eux. Je pense que oui, en tout cas Non, au Québec, non, non. définitivement. Non? Non? Non, ben non. Ben, non. dans une nouvelle génération, non, c'est ça. sûr. Murphy Cooper est connu, il n'est pas une superstar et ça j'y tiens. Non, Simple Plan est clairement plus connu que moi. Là. À l'international. Ça fait aucun doute. Ben, à l'international, c'est drôle parce que est-ce qu'ils sont des superstars à Port-au-Prince? Ça me surprendrait. À Port-au-Prince, ça me surprendrait. Ils sont sûrement big en Amérique du Sud, au Brésil, tout ça, c'est assez fort pour le rock, le pop rock. Mais moi, mon premier souvenir avec toi, c'était effectivement au Benelux de Verdun. On s'est sans doute croisés dans d'autres Au circonstances. Saint-Élie. Au Saint-Élie, c'est la deuxième fois qu'on s'est... Non, c'était la première fois qu'on prenait le temps de s'asseoir puis de parler ensemble parce que tu voulais... je pense que tu m'interviewais pour le show avec Joël Legendre. Oui! Je me souviens. Oui, parce que je voulais parler d'un documentaire par soir qui ressuscite Oui. Jeune idiot Bécile Ouais, au show de... Ma page Facebook que j'entretenais entre 2012 et 2012. Ouais. Là. Qui était une page Facebook où tu partageais des documentaires gratuits à tous les jours pour essayer d'éduquer la plèbe. Ben moi-même parce que je viens d'un milieu précaire, puis j'ai pas nécessairement, tu sais, ça m'a pas mené nécessairement à où est-ce que j'aurais... Ben, j'avais pas ça en moi, je pensais pas me rendre à l'université ou au cégep, c'était pas quelque chose qui était ancré en moi, fait que ouais, tu sais, j'avais cette espèce de complexe-là, Ouais. de genre, man, tout le monde qui a comme 17 ans va au cégep apprendre des trucs que moi, je sais même pas encore, mais tu sais, ça voulait pas dire que j'étais pas j'étais pas cultivé nécessairement. Je me cultivais d'une autre manière, mais tu sais, j'avais pas les repères puis les ressources, les outils pour savoir où est-ce que je m'en allais. Puis là, les gens sont en train d'écouter quelque chose qui est notre nouvelle affaire. Oui. Présentement, mais les gens sont pas au courant que ce genre de discussion-là, on en a quand même régulièrement depuis
5-6 ans, right? Oh, ben, j'ai oublié le micro, là. J'ai oublié le micro déjà, ben, même si j'ai les écouteurs dans mes oreilles. C'est l'objectif numéro 1 de notre podcast. On ne sait pas quelle forme exactement ça va prendre, mais moi, à chaque fois qu'on s'assoit et qu'on prend une bière ensemble, que ce soit au Benelux de Verdun ou ailleurs, j'ai toujours un plaisir incroyable à réfléchir avec toi. Puis... Ben, on évolue ensemble, je pense. Je pense que tu m'as nourri beaucoup, puis je pense que je t'ai nourri beaucoup également. Ben oui. C'était comme... T'es mon punk, man. T'es mon punk. T'es comme... T'es ce que je ferais si j'avais du guts, puis si je carais pas about l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Ben c'est ça, mais... Puis toi, t'es celui qui m'a donné la confiance de foncer en étant punk, mais sans non plus compromettre ma démarche artistique, mon intégrité et tout ça. Ben, parce que c'est tellement quelque chose qui décrit bien aucun compromis. Murphy Cooper ne fait pas de compromis. Zéro calice de compromis. Puis ça a l'air prétentieux comme ça, mais c'est parce que quand on était adolescent, on se disait tous, man, plus tard, je veux être le Blink-182, je veux être Joey Ramone. Moi, je voulais être Zach De La Rocha de Rage Against the Machine. Ben, c'est ça. Puis en vieillissant, tout le monde est juste comme, ah, man, finalement, ça marchera pas, fuck it. Ouais. Et finalement, j'ai une famille à nourrir, puis une maison à payer. C'est ça. Puis, fait que moi, je considère pas que c'est prétentieux dans le sens où j'ai juste respecté la promesse que je m'étais faite quand j'avais 14 ans, tu sais. Puis j'essaie de pas déroger. That's it. Puis, évidemment, c'est beau, c'est fucking beau, ça. Je pense, j'espère. Puis moi, j'ai la prétention de dire que malgré le fait que je suis moins sans compromis que toi, je suis quand même sans compromis. Dans le sens où, moi, le gars de 14 ans, je le regarde dans les yeux à chaque matin, le jeune Fred, puis je suis comme, t'es-tu down avec ça? Comme, c'est jusqu'où? Parce que je reste fucking pas achetable, même si je vais travailler pour le Canal Vie. McDo? Même McDo? McDo, ça serait hypocrite de pas le faire parce que je bois du McCafé puis je mange des déjeuners McDo. Ouais, mais je t'avais répondu aussi à ça l'autre fois. Je t'avais dit oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Oui, t'es conséquent avec la personne que t'es au quotidien, mais est-ce que t'es toujours aussi conséquent d'en faire la promotion puis de dire aux gens ce que je fais là, c'est la bonne affaire et faites comme moi. Ouais, mais in the end, personnellement, je fais le choix de faire des partenariats de manière transparente et authentique tout à fait. Pour que ça paye les bills. Puis moi, je pense que aussi c'est une des choses qui nous distingue. Check ça. Je pensais à ça l'autre jour, puis il y a comme je sais pas si c'est une joke ou une métaphore en Amérique du Sud, mais une espèce d'histoire que c'est, mettons, un dude qui est dans un village de pêcheurs, OK? Puis tous les jours, il est fucking chill, il pêche à la ligne, puis il chill avec sa famille, whatever. Puis à un moment, il y a un dude qui débarque, tu sais, complet cravate, là, puis il est comme, hey man, qu'est-ce que tu fais là à pêcher un poisson par jour, puis à juste comme, tu crisses rien de ta journée, man? Comme, pourquoi est-ce que, si tu veux, je peux te vendre ou te prêter un filet, puis là, tu pourrais pêcher le triple de poissons par jour, puis là, tu pourrais aller commencer à le vendre au marché. Puis là, si tu réussis à vendre tes poissons au marché, bien là, tu vas pouvoir réussir à comme peut-être ouvrir une business de poissons, puis peut-être engager d'autres pêcheurs comme toi pour finalement continuer à nourrir ta famille, mais en ayant beaucoup plus de richesses accumulées, tout ça. Puis éventuellement, tu vas pouvoir avoir une entreprise qui est tellement grosse que tu vas pouvoir prendre ta retraite, puis chiller avec ta famille, puis pêcher à tous les jours avec ton bâton, tu sais. Oui, c'est ça. Dans l'histoire, toi, t'es le pêcheur, puis moi, je suis le dude qui est comme, non, mais on construit de quoi? Mais le endgame, c'est la même chose. Moi, pour moi, le endgame, c'est la liberté artistique. Sauf que je prends des petits détours pour accumuler des richesses pour pouvoir vivre confortablement de ma Connu Life un jour. Oui, non, je comprends. Mais là où je m'en allais, c'est que je me disais, il fallait que tu laissais McDo. Moi, ton argumentaire de genre, ouais, mais je suis conséquent avec ma vie tous les jours, ça fonctionne pas pour moi dans le sens où, tu sais... Tout est contre le fait que je fais des campagnes hashtag ad, mettons. Ben, tu fais ce que tu veux, mais moi, c'est pas ce que... Moi, je le ferais pas. Moi, exact. Je vais... Puis c'est pour ça que je t'aime aussi, parce que tu le ferais pas. Moi, je suis down avec le sociofinancement. C'est une bonne alternative. Patreon. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent présentement, allez immédiatement sur le Patreon de Murphy Cooper. Ou le tien? Non, fuck that. Le mien, il dort présentement. Je vais le revigorer éventuellement. Bon, ben, donnez-moi tout votre argent. Exact. Murphy Cooper. Pour l'instant. Patreon.com/Murphy Cooper. Financer la Connu Life. Je ne lui donne qu'un vulgaire $5 par mois. Ben, je te donne rien. C'est pas vraiment.
tu m'apportes beaucoup plus que ça. Mais c'est ça le point aussi. C'est comme, moi, je regarde tout le contenu que tu fais gratuitement sur Internet, tes vidéos, tes articles de journal, tes articles du Nightlife. Ça, non, ça c'est payé. Ça, je suis rémunéré. Je comprends pour que t'es rémunéré, mais quand même, moi, j'y ai accès gratuitement, tu comprends? Ouais. Puis tes photos, tes posts, les heures de réflexion que tu mets dans ton art, parce qu'une des choses qu'on a établi rapidement quand on s'est rencontrés, c'est que tu étais un artiste. Toi, tu le savais, mais moi, je voulais t'en parler. Je ne suis pas un carriériste. Exact. Et je suis un concierge. Aussi. Ma démarche tourne autour du fait que je suis un concierge. Je suis un concierge. Mais c'est ça qui me donne la liberté. Autour de ça. Ouais. Ça donne la liberté de séparer l'industrie des communications de ton art. Oui, tout à fait. Puis, mais pour revenir à ce qu'on disait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu te demandes, je pense, tu t'assois, puis tu parles avec le Fred de 14 ans, puis tu te demandes, OK, je l'ai faite, la campagne avec McDo, est-ce que je vais en refaire une autre, et une autre, et une autre? Est-ce que je vais être confortable avec ça? Est-ce que je suis pas justement en train de m'enliser? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment cette direction-là que je souhaite poursuivre? Est-ce que c'est dans cette direction-là que je souhaite poursuivre? C'est juste ça. Je pense qu'une fois n'est pas coutume, puis je pense que c'est important d'y aller pour savoir. Tu sais, comme à un moment donné, moi, il y a très très longtemps de ça, j'allais dans les lancements, puis j'avais été dans un truc de Télétoon. C'est arrivé, je pense, une fois. J'allais dans un truc de Télétoon, ils faisaient la diffusion, l'avant-première d'un cartoon, puis après ça, j'étais comme, pourquoi je fais ça? C'est pas moi. Puis même, j'avais été passer une entrevue chez Sidley, dans des agences, puis tout ça. Ça, c'est la meilleure histoire que j'ai entendue de ma vie. Toi qui me racontes ton entrevue à Sidley, man. C'est tellement drôle. Parce que je connais le personnage et Murphy Cooper et Sidley. C'est comme, le mélange des trois. Sidley est une compagnie de publicité à Montréal qui est réputée. Et Murphy, t'as été invité. En fait, j'ai donné ma candidature. Il cherchait un gestionnaire de communauté. Puis je venais d'emménager à Montréal, puis j'avais pas de travail à part ma chronique chez Nightlife. Fait que j'avais comme même pas assez pour payer mon loyer à ce moment-là. Et j'étais content qu'ils me prennent pas, je pense. Avec du recul, j'étais content. Mais après ça, il y a une agence qui m'a couru après, qui voulait absolument m'avoir. J'avais mon ordi, mon poste, mon bureau. Il était prêt à tout faire pour m'avoir. J'avais refusé une première fois. Le patron lui-même m'a rappelé. J'ai accepté. Puis pendant la fin de semaine, je me suis dit, man, je suis un concierge. J'ai décidé que j'étais un concierge, j'étais un artiste. C'est ce que j'ai fait. T'es un artiste. C'est ça. Puis il y a quelque chose dans les agences de pub que, maintenant qui fait que la publicité est comme en train de se merger avec l'art subversif, j'ai l'impression, avec tous les Banksy de ce monde puis tout ça. J'ai l'impression Banksy fait des belles réflexions sur la publicité et la phénoménologie en général. Mais en même temps, je trouve ça quand même simple, Banksy. Puis j'ai lu un texte. Oui, mais justement, j'ai lu un texte hier qui parlait justement de ça, qui disait que c'était quoi l'œuvre préférée des Britanniques cette année. C'est la petite fille là, qui est en train de laisser aller son ballon en forme de cœur gonflé à l'hélium. Ça fait 7 ans que ça existe, si c'est pas 10, mais c'est ça, peu importe. Ou, en tout cas, l'œuvre préférée des Britanniques, c'est celle-là. Et il y a quelque chose, quand tu regardes ça, c'est comme trop facile. Tu comprends tout de suite c'est quoi. Oui, non, mais... moi, tu n'as pas le droit de diss Banksy. Parce que comme... Je le diss pas. Mais... C'est plus... Non, mais attends. Es-tu en train de dire que l'art, comparativement à la musique, n'a pas à avoir de barème de qualité? La réponse facile à la question, c'est non. Je suis pas en train de dire ça. Mais non. Ce que je veux dire, c'est que Banksy réussit, selon moi, d'une manière extrêmement réussie, l'objectif numéro 1, selon moi, du l'art-de-rire et du graffiti, et c'est de remettre en question instantanément quelqu'un qui regarde l'œuvre. Puis c'est l'art le plus démocratique, comme il est dans la rue, puis tout le monde peut le regarder. Et c'est éphémère parce qu'il sait que ça va disparaître
Bon, là, on peut aller deep, puis les gens qui arrachent leur mur parce qu'ils savent que ça vaut des millions parce que Banksy l'a signé, tu sais, bon, il y a toute une récupération, là. Oui, non, évidemment, mais moi, en tout cas, c'est ça qui me dérangeait, puis quand j'ai lu cet article-là, j'ai compris, j'ai besoin, moi, que l'art soit plus complexe, plus subtil. Okay. Ça peut pas être aussi simple que monsieur, madame, tout le monde va le partager. Là, pour vrai. Mais encore là, tu sais, tu regardes, moi je trouve que c'est comme un peu du fast-food, du Hollywood. Tu sais, tu regardes des films là, qui sont diffusés au cinéma en ce moment versus le cinéma d'auteur. Est-ce qu'on peut pas justement classifier... Ouais. Mais pour toi, Banksy, c'est Star Wars versus Godard, mettons, là? Genre, je pense. Parce que c'est ça, c'est peut-être pas Star Wars, mais peut-être plus, je sais pas, un film... Tu peux pas tuer les Avengers, t'as pas le droit de tuer non, mais un film avec Owen Wilson. Oh mon Dieu, I know, mais là, c'est je bas, sais. Non, mais oui, mais parce que c'est ça pour moi. Ouais. Banksy, c'est un film traduit en français, diffusé à super écran. Oh, mon Dieu, Monsieur, madame, tout le monde, il y a accès. Non, mais tu dis ça parce qu'il est vieux, là. Tu dis ça parce que tu viens pas de le découvrir. Man, le livre de Banksy, War and Peace, c'est du génie sur du génie. Puis je comprends que ça fait au moins 8-9 ans que ça existe, si c'est pas un peu plus, là. Mais puis Banksy, il continue d'évoluer avec les mœurs. Mais tu peux pas juger une œuvre de Banksy qui a beaucoup résonné, puis mettre toutes les œuvres de Banksy puis sa démarche au complet dans cette œuvre-là qui est trop pop. Non, je suis pas du tout objectif, là. C'est moi. C'est juste à partir du moment où tu as fait ça, puis que tu as un succès avec cette œuvre-là qui est très simple et le message est là, il est clair, puis tout est déjà dit, tout est déjà expliqué, là. Tout ce qu'il y a à comprendre est compris dès le premier coup d'œil. Je dis pas que l'œuvre entière de Banksy, c'est ça, mais je pense que quand tu fais ça, moi, en tout cas, je me permets, je vais pas aller sur la place publique et faire comme Banksy, c'est ça. Mais moi, personnellement, je suis comme, OK, mais tu sais, ce gars-là, qu'est-ce que ça lui enlève? C'est comme l'artiste le plus prisé en ce moment, là, tu sais, le plus... Ben, c'est même pas... Faut quand même que tu sois déjà dans les initiés pour le considérer comme étant le plus prisé. Parce que on fera un vox pop pas prisé, ici, mais tu comprends ce que je veux dire, le plus en vue en ce moment. Je suis pas d'accord. Non, t'es dans une bulle. Comme, je te dis pas qu'il est pas populaire, je te dis pas qu'il est pas mainstream. Ça circule. Sauf que, je te dis, on fait un vox pop ici présentement dans le food court. Non, je sais. 2 personnes sur 10. Non, mais je veux dire, dans l'art subversif, c'est lui qui remonte à la surface tout le temps. Oui, oui, mais pour moi, à la base, le graffiti puis l'art de rue, c'est ça. C'est la compréhension. Parce qu'un graffiti, t'as pas le temps de l'analyser pendant 6 heures. T'as pas le temps de c'est pas comme un film de la nouvelle vague ou comme un excellent roman ou même un album super compliqué. C'est comme, tu le vois là, faut que tu catches maintenant parce que tu le vois, tu y repenseras pas dans 2 jours, là, tu sais. T'as pas, à moins de repasser devant l'œuvre tous les matins, ce qui est quand même intéressant aussi, tu sais, ce qui peut être une manière de faire du graffiti en visant plus les locaux qui prennent le même chemin à tous les jours. Mm-hmm. Mais pour moi, tu peux pas front sur Banksy. Non, mais c'est ça l'affaire. Lui, il n'y a rien à se reprocher, absolument pas. C'est plus ce qu'on en a fait. On a élevé ça à un niveau hyper subversif, à un niveau comme révolutionnaire, tout ça. Je pense que c'est juste... C'est la récupération qui est gossante. C'est la récupération. Tu sais, c'est un peu comme... là, je sais, je vais toucher tes préférés, mais les Dead Obeez. J'ai l'impression que des fois... Les préférés au Québec, mettons. Ouais, ben c'est ça, mais j'ai absolument... Mais là, Loud, le EP, Non, c'est clair. Les Dead Obeez se font chauffer par Loud, selon moi. Ben oui. Mais bref, t'as dit... Non, c'est ça. C'est parce que, tu sais, ça a commencé... Moi, j'ai eu beaucoup de misère à embarquer avec Dead Obeez au départ parce que, et tu as largement contribué à ça, la campagne publicitaire avec les sweatshirts puis tout ça, c'est vrai, tu portais ça à la télé. Ben oui, for sure, absolument. Ben oui. À Musique Plus, man. Dans ça, il y avait juste le premier mixtape de sortie. Mm-hmm. Ouais, j'ai une grande fierté d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Mais je pense que le fait de trop vouloir intellectualiser leur démarche puis tout ça, quand même eux ne disent pas nous on fait ça, on est ça, on est comme ça. Il chuchote à ceux qui veulent l'entendre. Il le laisse entendre, c'est un bonbon,
pour les gens qui se disent « Ah, OK, il y a ça. J'ai pu déceler ça. J'ai pu déceler telle affaire. » Mais eux, ils n'ont rien à se reprocher. Absolument rien. Mais je pense que, justement, les journalistes qui sont peut-être un peu trop sur leur pénis, à mon avis, ça va pas toujours jouer en leur faveur. En plus... Mais je te dis pas qu'ils sont incapables d'échouer, là, tu comprends? Mais comme, oui, absolument. Mais pour moi, ça reste dur à battre. Je m'identifie tellement à ce qu'ils font. Je respecte parce que le fameux le do it, ils prennent action, ils font des affaires. Selon moi, c'est le rap québécois qui est venu le plus me rejoindre rapidement. Okay. Parce que j'ai fait comme. Parce que ces gars-là, ils parlaient comme moi, tu comprends? Ouais. Moi, je suis né à Montréal, dans l'est de la ville. Je parle comme je te parle présentement, mais autant je suis capable de prendre un français académique puis de me faire accepter par les universitaires, que je suis capable de parler le langage de la rue de Montréal, du franglais qui existe depuis des années. Puis même si les gars venaient de la Rive-Sud, puis S-McCann de Granby, ils ont immédiatement comme adopté le franglais comme une manière de parler. Puis je sais qu'ils l'ont pas inventé, sauf qu'en entendant leur texte, puis le côté collectif, le côté Wu-Tang de Dead Obeez, le côté tu choisis ton préféré, c'est comme ton Power Ranger. Pourquoi est-ce que c'est ton Power Ranger préféré, le jaune ou le blanc ou le rose? Comme, il y a ça avec ça. Puis moi aussi, s'il y a un membre de Dead Obeez sur lequel je suis plus sur le pénis de, puis tout le monde le sait, c'est Yes McCann. Parce que pour moi, il réussit à faire passer des concepts très intellectuels d'une manière pop. Puis il y a différents niveaux à ceux qui sont capables de comprendre ces verses. Puis je suis un grand fan des 5 membres, mais pour moi, c'est Yes qui résonne le plus avec mes intérêts personnels. Comme je te dis, je te dis pas qu'ils sont capables de l'échapper. Je te dis pas que des fois, je trouve qu'ils prennent des aventures un peu trop Backstreet Boysiennes, comme dirait Joseph Elfassi. Oh, mais ça, j'ai pas de problème avec ça. Non, comme je te dis, rien à reprocher à ces gars-là. C'est ce que les médias en font. Et là, j'ai amené ce point-là que les médias ont tendance à over-intellectualiser ce que les gars font. Mais il y a aussi l'aspect, en ce moment, dans les rues de Montréal, dans les hoods, il y a de jeunes Haïtiens, de jeunes Marocains qui font des choses qui déchirent absolument tout. Et on n'en parle pas. OK. Et ça va finir... Attends, ça va finir... C'est sûr que tu as raison. Ça peut finir par nuire aux Dead Obeez à cause des journalistes, sauf mention honorable à Riff Tabarachi, qui, lui, est toujours là, ou Samuel Daigle-Garneau pour HHQC. Eux sont toujours là. Tu vois, Obia, le chef, qui a sorti une mixtape incroyable dans la dernière année, qui en a parlé. Tu comprends? Fait que ça, je pense... Mais, une chose, tu as absolument raison, tu viens de nommer Obia le chef, puis j'aimerais que tu me donnes des devoirs et que tu donnes des devoirs à tout le monde qui nous écoute présentement. Juste name drop 2-3 gars qu'on doit connaître, qui ne sont pas les Dead Obeez, mais qu'on doit écouter. Voilà, Tribune. J'allais dire, en début d'année, je t'aurais dit Enima, mais là, il est en dedans pour des raisons pas très, très respectables. Fait qu'on va barrer Enima, mais quand même, avant que Enima soit en prison puis qu'on sache ce qu'il a fait puis tout ça, les médias l'ignoraient complètement et ce gars-là avait un succès hors du commun. Là. Il y avait besoin de personne. Et il remplissait des salles. Ses vidéoclips étaient vus comme 1 million de fois. Chaque vidéoclip, tu regardes sur Facebook, sa page Facebook, il y avait comme 5000 abonnés, même pas. Tu regardes ça et tu te dis comment c'est arrivé. Il y a deux choses là-dedans. Un, tu as absolument raison. Là, on a dit Enima, mais une des raisons pour lesquelles je pense que les médias en parlent pas, il y a 2 raisons. Ils sont racistes. Tu as le phénomène Eminem. Ils sont racistes. On peut-tu l'admettre? Oui, les médias absolument sont racistes. Mais je pense que c'est un bien inconscient. Moi, je pense pas que c'est ouvertement. Je pense que c'est un bien inconscient. Puis 2, in the end, Dead Obeez sont signés sur Bon Sound. Comme, oui, on peut parler du fait qu'ils sont blancs à part OG, donc extrêmement facilement compréhensible par un auditoire francophone. Mais bon, oui, souvent. Mais Bon Sound aussi, ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss, puis ils ont des chemins tracés vers les médias pour tous leurs artistes, que ce soit Lisa Leblanc ou les Dead Obeez. C'est facile pour eux de faire parler de leurs artistes, alors que les gars que tu mentionnes, Obia le chef, entre autres, ils n'ont pas ce chemin-là tout tracé. Il est à Radio-Canada en ce moment. Là. Ça, c'est une bonne chose. Plus on est de fou, plus on lit. Excellent. Shout-out d'ailleurs à Marie-Lise Arsenault, qui est, selon moi, une héroïne des médias québécois. J'adore. Elle travaille fort pour les jeunes, elle travaille fort pour les rappers, puis elle voit plus loin que le bout de son nez, contrairement à tellement de gens de la sphère médiatique. Notice. Non, c'est clair. Mais ce que tu dis, encore là, Dead Obeez n'a pas toujours été signé avec
bon sound. Ouais. Avant ça, Donc, ouais, toi tu dis qu'il y a un biais raciste. Il y avait une espèce d'engouement pour ces bands-là, ces groupes-là, avant même que tu sais, À la Claire était pas signé là, pendant des années, presque une décennie. Mais ils ont amené quelque chose de nouveau. Là. Tous ces gens-là ont amené quelque chose de nouveau, puis il faut le reconnaître absolument. Ouais, ça, c'est un super bon point aussi. Je suis fan de chacun de ces groupes-là. J'ai contribué à la popularité je veux dire, à ma manière. Là, j'ai fait la propagande, là, moi aussi, de LLA quand Gollywood a sorti, puis tout ça. Mais tu vois, encore là, tu sais, quand t'as participé au vlog de Solange te parle, elle a dit un truc qui m'a un peu fâché. Je sais ce que tu vas dire, je sais. Je suis d'accord avec toi. Vas-y. Elle dit, enfin, du rap de Montréal qui me parle et qui me donne l'impression que ça avait jamais été fait avant. Et je suis comme... Puis là, elle dit, il n'y a pas de... Parce que, tu sais, elle parlait de violence ou je sais pas trop, puis elle disait, il y a pas... Montréal, c'est pas New York. Qu'est-ce que t'en sais? Montréal, non, c'est pas New York, mais qu'est-ce que tu connais des hoods, honnêtement? Non. Ça, c'est l'exemple parfait du privilège blanc. C'est exactement ça. C'est un bon point, absolument. Sais-tu combien de gens je connais avec qui j'ai fait affaire back in the days qui sont soit morts, soit en prison parce qu'ils ont tué ou ils ont fait des gros deals incroyables. Mais tu comprends aussi, tu as 100% raison, puis on doit un respect incroyable à ces gens-là qui vivent le hip-hop lifestyle classique, mettons, là, des années 90 dans leur quotidien. Mais tu comprends que c'est pas... Même si Solange et le public n'est pas vraiment, ne résonne pas avec ce type de contenu-là, tu comprends que, mettons, à New York, il y a plus de gens qui vont le comprendre puis qui vont accepter ce lifestyle-là. Puis même, tu sais, oui, t'as raison, mais même là, je comprends que Solange va pas relate avec un talk de Montréal-Nord en 98, mettons. Là. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on te demande pas toujours, quand c'est de l'art, on te demande pas toujours de t'identifier à ce que la personne dit. C'est du rap, c'est là pour te brasser. Pourquoi tu tripais sur Wu-Tang? Est-ce que tu avais le background de ces gars-là? Le knowledge, deux, les métaphores sur le kung-fu. Là. Je veux dire, le Wu-Tang, on peut en parler pendant des heures, puis ça devient même un cliché, c'est quasiment devenu trop pop. Là. Mais le Wu-Tang ont amené le gangster rap dans une métaphore allégorique hallucinante. Il y avait un univers très riche dans le Wu-Tang, puis moi j'ai connecté avec ça. Leur utilisation du slang aussi, tous les rappeurs utilisent du slang, mais le Wu-Tang avait non seulement un slang très new-yorkais, mais un slang très personnel au Wu-Tang, puis Cream, t'écoutes 36 Chambers of Death, puis il y a des essais universitaires qui sont écrits sur le vocabulaire utilisé, puis l'invention de mots, un peu comme... L'invention de mots. Tu viens de le dire, c'est tout du nouveau pour toi. C'était tout de la nouveauté. C'était pas quelque chose avec laquelle avec lequel tu pouvais relate. Là. C'était... Je comprends. Il t'amenait ailleurs. OK, voici mon... mettons, pour conclure le débat sur genre le old school rap keb qui a pas connecté avec Solange. Puis c'est que le problème, selon moi, c'est que effectivement... NWA, ça existait dans les années 90, puis eux, ils ont inventé le gangster rap, mettons. Ou ils ont extrêmement popularisé le gangster rap, OK? Si tu fais du NWA en français, parce que tu avais à Montréal-Nord en 2002, ça a beau être... 2006. 2006? Moi, c'est à cette époque-là. En 2006, là, c'est là qu'il y avait le plus gros engouement pour les Crips, les Bloods, puis tout ça dans le rap game. C'est tout vrai, ça. t'as raison. Le nettoyage de Baxter Dexter, tu pouvais pas passer à côté de ça. Si tu étais un fan de rap québécois, tu pouvais pas passer à côté du nettoyage de Baxter Dexter. Fair enough, absolument. Mais mon point, c'est que ça restait une traduction francophone de ce qui se passait ailleurs, même si c'était 100% real pour les gars. Non, mais je je m'excuse, mais À la Claire puis Dead Obies, ils ont inventé. À la Claire puis Dead Obies, si ça avait été en anglais, ça aurait quand même été une invention. Parce que les gars ont inventé un univers comme le Wu-Tang. Je comprends ce que tu veux dire, mais... Ça dépasse le langage pour moi. C'est comme... Ils sont arrivés, puis c'était Joy Division. Ils sont arrivés, puis c'était AC/DC. Mon point, c'est qu'ils sont arrivés avec une formule nouvelle
qui représentait un collectif ou un groupe qui ne se voyait pas autrement dans le rap en général, selon moi. J'ai un peu de misère à voir où tu veux en venir, mettons, avec Dead Obies. Je vois pas le côté inventif tant que ça de Dead Obies. Ben, c'est l'efficience 10 sur 10 du franglais et le collectif qui est arrivé avec un... La caméra a lâché? Ouais, exact. OK, on va continuer de tourner quand même. Ça, c'est pour les gens qui l'écoutent sur YouTube. Ouais, sur non, mais YouTube. les gens qui l'écoutent sur YouTube, c'est correct. Les gens qui sont en audio, ils ont tout entendu. Ouais. Mais c'est ça. Mais moi, pour vrai, j'aurais plus tendance à dire que Loud Larry et Just maîtrisent tellement mieux le franglais que Dead Obies. Ah, ouais. J'enlève rien à Loud Larry et Just. Le dernier EP de Loud est hallucinant, selon moi. Chacune des chansons est incroyable. De 56K, c'est vraiment fou raide. Puis, tu sais, pour moi, LLA, c'était plus de l'américain efficace que les Deados qui sont arrivés avec un espèce de... Comment dire? Les Dead Obies, c'est une équipe de foot, tu comprends? C'est comme... Ouais. Autant dans leur rhyme que dans leur esthétique, t'as ça. Mais Attache Tatuc faisait ça aussi. Ça, c'est un bon point. Attache Tatuc, on peut rien leur enlever. Mais effectivement, Attache Tatuc faisait ça. Attache Tatuc faisait une espèce de... La scène n'était pas mature pour ça. Les kids n'étaient pas prêts pour ça parce qu'on vit dans l'âge d'or de la popularité du rap. Puis si Attache Tatuc avait comme... Si on décalait tout le rap keb avec le public d'aujourd'hui, ben Attache Tatuc, shout-out à Toast Dog et à tous les membres de Attache Tatuc, clairement, ils seraient des géants au Québec aujourd'hui si le public avait été prêt. Sauf que c'était encore underground hip-hop à l'époque. Tu sais, comme tu le sais, toi, t'étais dans la HHC, t'étais... Hip-hop franco. Hip-hop franco, mon erreur. T'étais dans hip-hop franco à l'époque. Tu sais, moi, j'étais déjà un huge fan de hip-hop. J'étais allé voir des shows d'Attache Tatuc. J'avais pogné une coupe de MP3, mais j'étais trop jeune pour le vivre dans le street. Tu sais, je flirtais un peu avec le rap francophone, mais à peine. J'ai aimé un peu plus tard Amour Oral de Loco Locas, qui est quand même controversé dans ma carrière de fan de rap keb. Moi, je vais quand même continuer de défendre Amour Oral. Je comprends. Mais pas toutes les tunes de Loco Locas, mais Amour Oral est quand même du rabat dans l'establishment, selon moi, du rap keb. Je pense que la raison pour laquelle j'ai de la misère à te concéder ce point-là, que c'est le côté inventif là, vraiment de Dead Obies qui a amené quelque chose de... Mais oui, c'est next level, là, il a amené quelque chose de nouveau, mais je pense que c'est plus que, pour moi, Dead Obies, c'est un aboutissement, parce que j'ai vu la route qui a mené vers Dead Obies. Ouais, c'est un bon point. Mais je leur enlève absolument rien. Comme je te dis, moi, je m'en tiens au crowd. Tu sais, le crowd, ce sont... Des cégepiens, de ce que je vois dans les shows, ce sont des... plus jeunes. Ouais, c'est ça. C'est moi qui vieillis, là. Récemment, j'ai hosté un show à Longueuil de Dead Obies. Si les filles avaient 14 ans dans l'auditoire, là, il y avait peut-être 13 ou 15. Là, Mais puis ça veut pas dire que c'est tout leur auditoire, c'est peut-être ceux qui se déplacent en show. Ouais, non, c'est ça. J'aime pas donner une démographie. Ça, c'est ceux qui étaient en avant que je voyais. C'est comme ça veut rien dire. Là. Parce que je sais pas, j'en sais rien. Eux le savent plus que moi. Fait que je veux pas leur prêter un public qui serait pas le leur. Mais quand même, moi, de ce que je vois, c'est que, tu sais, en ce moment, le rap keb, on ne parle que de ça, le rap en tant que tel. Tout est fucking hip-hop partout. Dans les publicités à la télé, mettons des pubs de l'auto, ils prennent deux blancs qui vont chanter du rap, mais quand ils amènent des rappers sur des gros shows de télé et tout ça, ce sont toujours des blancs. Fait qu'à un moment donné, tu sais, comme je pense que il faut le dire, ce que je suis en train de dire là, il faut le dire parce que les jeunes gens qui découvrent le rap vont découvrir les Dead Obies et tout ça, puis ça a toujours été comme ça, je l'ai tout le temps vu. Mettons, avant, c'était l'Assemblée, BBT, ou tu sais, Damien, Acrophone, puis tout ça, puis c'était tout le temps, ouais, mais le rap, c'est pas censé être violent. Non, le rap, c'est violent. Tu comprends? Le fait que... Ça vient de la violence, mais pas nécessairement, bro. Comme même à New York, dans les années 80, c'était une manière de transcender la violence. C'est vraiment le gangster des années 90 qui a ramené la violence à l'avant-scène. Oui, je comprends, mais je voulais pas lancer un débat là-dessus. C'était plus... L'idée, c'était plus
tu ne peux pas te plaindre de la violence dans le rap parce que c'est issu de ça. C'est dur à dire. Mais à partir de là, tu as raison. T'étouffes des voix. Tu as le droit de choisir ce que tu aimes le plus. Médiatiquement parlant, tu as une responsabilité de représenter puis d'être le plus ouvert possible. Sauf que tu as quand même le choix des groupes que tu écoutes puis des groupes que tu mets en avant-scène, mais il y a un biais quand même effectivement pro-caucasien dans le rap québécois médiatique présentement. Mais ce que je dis souvent, c'est tu peux par exemple être un fan de punk rock et de ne pas savoir qui est Hugo Mewdy. Tu peux. T'as le droit, mais ouais. Non, je sais. Tu peux. Non, mais mettons que t'es très jeune. Ouais. Tu peux. Et je vais y voir moins de problèmes parce que le punk c'est pas aussi fort que ça l'était back in the days. Ouais, puis mini parenthèse là-dessus, moi je pense que c'est un des génies des Dead Obies, c'est que moi quand j'avais 13-14 ans, j'allais voir des shows de punk rock américains, puis je tripais au Metropolis. C'était mes héros, ils faisaient vivre mon énergie adolescente en malade. En 2017, c'est les Dead Obies qui font ça aux kids. Oui, c'est cool qu'on ait rapatrié ce love. C'est ce qui m'intéresse beaucoup chez eux, c'est qu'ils ont amené ça, on l'avait pas avant. C'est le culte adolescent que moi j'avais comme fan de punk plus jeune. Eux, ils l'ont pour le Québécois maintenant. C'est clair. Mais fait que c'est ça, ce que je disais, c'est que tu peux ne pas connaître Hugo Mewdy. Je sais pas si on le prononce comme ça, mais il me semble que j'ai déjà entendu. Moi, je dis Hugo Mewdy, mais à chacun, je suis pas vraiment le best. C'est ça. Fait que, tu peux ne pas savoir qui il est, puis c'est pas si grave que ça parce que le punk rock n'est pas omniprésent en 2018. Tandis que tu sais, Dead Obies, ou le rap québécois est omniprésent. Le rap en tant que tel est juste partout et tout le monde emprunte des slangs hip-hop. Tout le monde parle hip-hop. Des jeunes blancs vont parler créole maintenant, tu sais. Comme toi. Comme moi. Mais, fait que c'est ça. Mais, tu sais, des jeunes blancs vont parler créole puis tout ça. Puis, à un moment donné, c'est comme, OK, mais là, ton devoir à toi, c'est d'aller voir comme qu'est-ce qui se fait dans la rue. Est-ce que tu veux juste qu'on t'offre le confort, ce que tu connais déjà? Tu sais, t'arrives, tu débarques, t'es un jeune blanc de banlieue, confortable, d'un milieu aisé. Tu débarques à Montréal pour vivre l'espèce de l'immersion urbaine montréalaise. Tu débarques ici, puis les premières personnes qui te parlent vraiment, ce sont des Blancs qui parlent le franglais. Quand tu parlais même pas franglais pour vrai quand tu étais en banlieue. Ouais, ça, c'est un autre tu comprends? aussi. Non, je sais. Mais pour toi, ça, c'est l'immersion montréalaise. Puis, où est-ce que tu t'en vas habiter? Sur le plateau, dans des endroits hyper confortables et tout ça. Encore ça, le plateau, ils font encore ça. C'est comme, le plateau est mort depuis 5 ans, là, if you ask me. C'est le monde riche qui déménage au plateau, là. C'est comme, non, ils débarquent à Schlag et à Villeray, là, les nouveaux arrivants, là. Les nouveaux arrivants de la banlieue, là. Le plateau, là, c'est comme... faut que tu sois français ou riche, là. Je sais pas. Mais tu comprends ce que je veux dire. Absolument. Tu comprends quand même ce que je veux dire. Puis à un moment donné, c'est comme... Tu sais, tu as un travail, je pense, à faire là-dedans. Puis pas juste les jeunes, je peux comprendre... Mais en même temps, moi, je me poserais des questions, puis je ferais comme, attends, moi, là, en tant que fan de musique, en tant que féru. Mais c'est tellement rare le monde qui font ça, man. C'est tellement rare le monde comme toi et moi qui font des recherches, qui vont plus loin que la première chose qui nous saute aux yeux. Mais c'est pour ça que je m'en remets à la responsabilité des médias et des journalistes. Mais même des médias, c'est rare, le monde qui vont plus loin que le topo, ou qui vont plus loin que la première chose qui sort. Ok, je te raconte une anecdote. Ou qui ont le guts de le faire. Il y en a qui le savent, mais qui vont juste rester en ça. Puis c'est un combat aussi, parce que des fois, c'est tes boss qui sont comme, là, tu vas aller dans le plus simple. Mais t'allais dire l'anecdote? Ben, shout-out Radio-Canada qui me contacte de temps en temps, ou les journalistes, Riff Tabarachi, qui est très audacieux, ou ton ami, il y a un de tes amis, je me rappelle plus comment il s'appelle, il était à Radio-Canada, à RDI, m'avait appelé à un moment donné pour faire un topo sur ma démarche artistique à Radio-Canada. J'étais comme, wow! Bravo! Wow! Mais je me rappelle plus, Olivier, ça se peut-tu? Olivier Morneau? Non, c'était pas Olivier Morneau. Ou sinon Colin, côté Paulette? Non, c'était un nom. En tout cas, c'est pas grave, t'es juste ami avec fucking tout le monde. Effectivement, il faudrait que tu boives plus de notre drink de marde, parce que moi, depuis tantôt, je suis là, je bois notre drink de marde, puis là, wow! Ouch, ça fait mal. C'est comme les bonbons là, qui t'éclatent dans la bouche, c'est ça que ça goûte en ce moment. Ça, quand je suis complètement weedé, je prends ces petits bonbons-là qui te pètent dans la bouche. Man, t'as l'impression que le cerveau t'éclate. Ça me fait bad tripper. Là, j'écoute du Jean-Michel Jarre, qui est comme une espèce de musique de jeu vidéo. Là, qui doit beaucoup... comme
l'industrie du techno au complet doit beaucoup à Jean-Michel Jarre. C'est comme un pionnier quand même de la scène, clair, de la musique électronique en général. Là. Ça ou Kraftwerk. Ouais, ça, là, quand je suis complètement weedé, là, c'est incroyable. Ben oui, leurs vidéos sont fous raides. C'est comme... Kraftwerk, allemands, eux aussi ont été des pionniers du techno. Puis même, leurs prestations live ont peu été dépassées aujourd'hui, même avec l'avènement des laptops DJs, tout ça, parce que eux, il y avait des fucking robots, man, sur scène. C'est ça. Pour faire du EDM. Ça s'appelle pas du EDM à l'époque, c'est pas tant dance, Kraftwerk, mais on leur donne beaucoup dans l'informatisation de la musique. Kraftwerk, c'est comme dans les références. Absolument. Ça s'écrit Kraft comme le Kraft Dinner, puis Werk avec comme W. ARK, c'est ça? exact. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent. Kraftwerk. Mais sinon, je me demandais quelque chose aussi. Ah, mon anecdote. Oui, excuse-moi, vas-y. Je vais y aller. Non, mais c'est moi qui... All in. C'est tout le temps ça, nos conversations. C'est tout le temps... Ouais. On passe du coq à l'âne, puis on revient, puis tu gardes ton idée, puis je reviens, puis blablabla. Non, c'est ça, mon anecdote, c'est que quand dans la foulée, là, dans le feu de l'action de mes vidéos en créole qui ont touché comme 3 millions de personnes. Shout-out à ça, d'ailleurs. 3 millions de personnes partout à travers bon. la créolophonie mondiale. Ouais. Il y a 3 millions Facebook? 3 millions Facebook, donc. J'enlève rien. Moi-même, je suis le premier à me vanter de mes stats sur Facebook. Mais comme tu sais, j'en parlais avec Jonka récemment, il a fait 2 millions avec son Despacito. Shout-out JMC Jonka. Mais puis moi aussi, je suis le premier à suivre là-dessus, sauf qu'une view Facebook, c'est pas une view, man. C'est comme... sur Jonka puis Despacito, j'ai au moins 10 views juste à moi. Puis je l'ai écouté sur YouTube. Tu comprends dans le sens où comme, je comprends. sur Facebook, 3 secondes égale une vue. Ouais, still, t'as rejoint 3 millions. Je calcule en termes de combien de gens viennent m'aborder sur la rue. Puis absolument. J'enlève rien à ton truc. C'est it's a lot bigger than... Mais moi, c'est mon mini-feud avec Facebook. Que genre, techniquement, c'est pas une vue. Mais non, je comprends, mais bref, 3 millions de personnes. Port-au-Prince. Port-au-Prince, mais pas juste Haïti, mais la créolophonie mondiale. Ouais. Et là, j'ai eu une entrevue pour Énergie Martinique. Oh, wow. C'était malade. Et là, je parle avec la fille, puis tout ça. Puis là, tu sais, elle dit quel temps il fait à Montréal, blablabla, tout ça. Là, je suis comme, il neige, puis tu sais, il neigeait cette journée-là, puis tout ça. Puis j'étais dehors dans la neige parce que je suis pas capable de parler dans mon appartement. Il faut que je sois en mouvement à l'extérieur. Puis là, elle me disait, ici, tu sais, c'est comme, c'est humide, là, c'est les tropiques, puis blablabla. Puis j'étais comme, wow. Puis là, fait que là, en tout cas, je fais mon entrevue, mais elle savait tout de moi, mais elle venait de me découvrir 48 heures avant. Ouais. Avant de faire cette entrevue-là. Elle s'est informée, elle a eu 48 heures pour s'informer sur ma personne. Elle connaissait tout du personnage, de ce que je fais. Je suis chroniqueur, je fais ça, je suis concierge, blablabla, tout ça. Elle avait un topo pratiquement complet. J'étais comme, travail 10 sur 10, recherche 10 sur 10. Merci pour ça. Tous les artistes rêvent des entrevues comme celle-là. Ah, puis aussi, c'est rare. Il y en a des journalistes qui care, là, mais c'est rare. C'est rare. Mais au Québec, à chaque fois, je suis au téléphone avec un journaliste, un recherchiste, et c'est tout le temps, à moins que ce soit tes amis. Ça, c'est drôle. Les gens, quand c'est tes amis, ils connaissent le shit. Mais c'est tout le temps. Puis c'est des gens qui me connaissent de nom, parce que je suis dans le décor depuis longtemps. Ça fait 8 ans là, que je fais le détesteur, Murphy Cooper, tout ça. Mais ça fait 20 ans que je fais du web, mais vraiment officiellement, là, ça fait 8 ans que j'ai lancé mon premier blog. Ils me connaissent de nom, mais ils n'ont jamais eu la curiosité d'aller voir parce que ça sort trop de ce qui les intéresse. Puis ils n'ont pas cette curiosité-là. Tu sais, comme tu as un gars qui rejoint la créolophonie fucking mondiale et tu n'as même pas la curiosité pour aller t'informer puis faire comme, man, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Pourquoi il est aussi populaire? Mais combien de fois dans ma vie j'ai entendu Murphy Cooper, je le comprends pas. Je comprends pas. Non, c'est clair. Mais ils n'ont pas la peine. Puis à chaque fois, je suis comme, here we go again. Puis moi, ça me fait toujours plaisir d'expliquer des affaires au monde. Toi, comme 1 million d'autres affaires dans la vie, c'est un grand. Je le fais depuis que je suis kid. Que tu me l'as dit récemment dans un hommage à Oh My Fest. Merci d'avoir dit ça, mais que je veux comprendre ça avant toute chose. Merci. Je veux comprendre. Puis après ça, c'est comme, attends, Spider-Man, with great power comes great responsibility. Quand tu as compris quelque chose, c'est ton devoir de le vulgariser le mieux possible aux autres, je pense. Non, c'est clair. Combien de fois j'ai vulgarisé Murphy Cooper à des amis, des professionnels, des journalistes, peu importe, c'est comme, here we go, ce gars-là est important, je vais t'expliquer pourquoi. T'es un artiste. Selon moi, pour boucler avec le début de ce qu'on racontait,
t'es un artiste, un artiste contextuel, qu'on avait dit. Yeah, Moi, contextuel, exact. Peut-être que c'est la fin. La caméra... Mais est-ce que ça sera... OK, fait que là, on n'est plus filmé. c'est cardful. Fait qu'on est plus Ah, filmé. j'aurais pu amener la mienne. J'en ai une autre. Ou on peut aller chez Jean Coutu. Ouais, mais en même temps, moi, j'ai l'impression que notre premier épisode commence à approcher de la fin tranquillement. Ah, tu penses? On n'a abordé aucun sujet encore, mais OK, ouais, on peut. On n'a abordé aucun sujet? Ben, on n'a pas parlé de ma morsure de raton. OK, on va faire la morsure de raton. Ouais. Ça, c'est un exclusive pour les gens qui sont encore sur l'audiophile seulement. Yeah, c'est ça. Mais avant, j'ai juste une mini question qui va falloir nous prendre une demi-heure, c'est sûr. Mais... Attends, je vais juste finir mon anecdote. Oui, vas-y, finis ton anecdote. C'est ça, puis quand je suis au téléphone avec des journalistes puis des recherchistes, il faut que je fasse ma bio. Ah, c'est gossant. Puis, mais pas juste ça. Quand je leur fais mention de mes vidéos, Ouais. ils sont comme « Ouais, OK. » Puis pour eux, c'est optionnel, alors que tout s'articule autour de ma démarche vidéo. Fait que pour eux, c'est de l'insignifiance. Et ça n'a pas, ça n'a aucune valeur journalistique pour eux quand, tu sais, et c'est ça. Puis je me dis, man, t'aurais une espèce de Andy Kaufman ou Romain Gary devant toi là, tu serais même pas capable de déceler. Mais je suis convaincu qu'ils comprenaient pas les journalistes à cette époque-là non plus, tu sais. Comme je suis convaincu que les Andy Kaufman soit ils devaient dire non aux entrevues. Ou soit il allait aux entrevues puis il se faisait pas comprendre. Ah, ça j'ai hâte qu'on m'invite, mettons, à Tout le monde en parle, puis que ça va-tu arriver un jour, tu penses? Fuck around this shit. C'est la course, man. Moi, ça fait des années que j'ai hâte d'être un jour invité à Tout le monde en parle. Toi, tu vas-tu rentrer? Moi, je sais pas ce qui va arriver en premier. Ça va être toi? Non, peut-être pas. Non. Ben non, Chris, ça m'a pris 20 ans. Ça m'a pris 20 ans à retourner sur la scène. Ouais. Pratiquement 20 ans. Ouais. Ça m'a pris alors d'ailleurs, hein, Murphy Cooper, théâtral, lit des textes. C'est ce que tu veux dire ou quoi? Ouais, allez, c'est ça. Ben, j'ai fait l'ouverture du festival Jamais lu. Je suis allé lire un texte, mais non seulement ça, j'ai pu mettre en application le personnage que je travaille depuis des années. Puis c'est ça, c'était très intéressant, puis ça m'a donné le goût de faire d'autres scènes. Mais avant ça, j'avais cette espèce de complexe-là parce que j'avais été, on en reparlera une autre fois, mais j'avais été DJ Mallet, puis ça m'avait un peu... Prochain épisode DJ Mallet. Yeah, c'est ça. Parce que c'est big, c'est bon, puis il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça du tout. Ouais. Moi, tu me l'as appris après coup, mais après ça, j'ai fait mon recherche, puis le monde connaît DJ Mallet, for sure. Ouais, c'est ça. Mais ça c'était comme ma hantise, parce que, tu sais, je faisais quelque chose de très, très avant-gardiste et j'étais pas prêt pour faire de l'avant-gardisme à cette époque-là parce que les gens comprenaient rien, puis ça m'a détruit. Puis là, mais 20 ans plus tard... Aujourd'hui, les gens comprennent toujours rien, mais au moins, t'es prêt à vivre ça. Ah, c'est ça. Là, c'est délibéré maintenant. Puis 20 ans plus tard, je suis monté sur scène. Puis cet été, c'est mon été. Là, on lance un podcast. Je suis sur l'écriture d'un livre. Très hâte de voir ça. Plein de shit. Ça fait longtemps que tu me parles de ton livre, man. C'est la première fois que tu m'as parlé de ton livre. Je te décolle ici, man. Tu m'as dit, je suis pas prêt à écrire un livre encore parce que j'ai pas été à l'université. Ben oui. J'étais comme, ben oui. Tabarnak, tu me niaises-tu? T'es genre plus brillant que fucking tellement d'universitaires. Mais ça, je le sais pas. C'est pas quelque chose que tu sais. Je comprends. C'est pas... Ça m'a fait plaisir de te l'apprendre. Mais tu m'as donné la confiance de foncer, ça c'est sûr. Merci, man. Mais non, mais Chris, moi je trouve pas ça drôle le fait que je t'ai dit ça. Même encore aujourd'hui, tu sais, quand je suis allé voir l'éditeur, j'ai failli te choquer, tu sais, mais eux, ils étaient juste comme... Yo, eux, c'est sûr qu'ils sont sur ton dit incroyable. Ah, ben je serais pas prêt à dire ça. Non, mais c'est pas dire... Attends, s'ils sont pas son niaiseux. C'est comme... Moi, si j'étais un éditeur de livres en 2017, là, je vendrais ma mère pour avoir un livre de Murphy Cooper. Ben, j'ai pas cette prétention-là. Mais peut-être que ça sera pas... Je te souhaite un succès commercial. Peut-être que ça sera pas un succès commercial, mais ça va être un succès historique pour le Québec. Ça, moi, man, t'es un artiste historique. End of the story. Marcel Ducharme? Non, man. Murphy Cooper. Régent Ducharme. Wow. Classique, Fred. Mais Régent Ducharme, merci. My point is, dans fucking 10 ans, on va te parler de toi dans un livre d'histoire de l'art québécois. Non, ben en tout cas, moi, je peux rien dire. Puis c'est pas comme ça que je me vois. Il faut que je fasse des choses. Ouais. Moi, je suis l'analyste là-dedans. Moi, je suis l'analyste. C'est comme, je te donne mon humble opinion d'analyste. Ben merci, mais tu sais, je peux pas comme entériner ce que tu es en train de dire à propos de moi. Ça parce que non, c'est ça. Puis c'est pas ce que je pense non plus. J'aspire à ça. Okay. J'aspire à ça. Ouais. Parce que si j'aspire pas à ça,
je vais pas faire mes shit comme j'ai envie de les faire. Je me dis tout le temps, man, je suis le meilleur artiste au Québec. Ça serait... Je me dis ça. Non, je me dis ça. Tu dis ça? Je me dis ça, mais je me crois pas. C'est ça. Donc, tu le dis dans ton personnage. Non, mais je me crois, mais sais-tu pourquoi j'y crois quand je me le dis? Parce que je sais que dans 6 mois, je vais avoir une révélation qui va faire comme, man, t'es pas le meilleur artiste du Québec. Et là, à partir de là, je vais faire, OK, non, mais il le faut. Puis là, je vais être dans un endroit, dans une zone qui va faire en sorte que je vais faire comme, OK, mais là, comme tu as travaillé tellement longtemps à te convaincre que tu étais le meilleur artiste du Québec, fais en sorte que ça le devienne, parce que là, il va falloir que tu te réorientes. Tu travailles pour la pression que tu t'es mis sur tes propres épaules. Exact, c'est ça. Ouais. Mais en tant que tel, si tu me le demandes, non, je vais te dire non, parce que, tu sais, c'est pas ce que je pense, vraiment, tu sais. Avant qu'on aille à ton anecdote de raton laveur, qui est très bonne. T'avais une question, Oui, hein? exact. J'ai une question pour toi, puis je me posais, parce que... Je t'ai pas posé beaucoup de questions, il me semble que c'était... On a-tu juste parlé de moi? Non, je pense pas. On a fait les deux, man. J'aime pas ça quand on parle trop de moi, mais je pense pas. Je pense qu'on a parlé beaucoup de rap. On est capable de faire les deux, man, au début aussi. Mais ma question est la suivante. Est-ce que tu nous considères comme des intellectuels? Non, j'ai pas cette prétention-là. Qu'est-ce que c'est un intellectuel? Je sais pas. J'ai pas la prétention de savoir non plus. Parce que, moi aussi ma théorie, man. Tu sais, quand j'allais dire de quoi de niaiseux, mais OK, tu sais, quand t'as des cours de philo, tu sais, puis bon, à l'université, j'ai eu de la chance de faire un bac en com, puis on continue à avoir des cours de théorie de la com, puis tout ça, puis il y a tellement de théories puis de réflexions qui sont inventées dans l'histoire de l'humanité par des correspondances, là. Par des blancs? Comme... Sure, peut-être, des hommes blancs? Non, mais c'est vrai. Bon. J'ai l'air de bâcher, mais c'est quand même ça qu'on apprend. Ça n'enlève rien à tous ceux qui ont créé l'histoire sans qu'on en parle nécessairement sur les bancs d'école. Puis c'est sûr que pour chaque homme blanc, il y avait une grande femme, il y avait des communautés culturelles partout dans le monde qui faisaient avancer le monde. C'est juste que l'histoire occidentale, de l'histoire occidentale culturellement, peut-être. Ouais. Les Autochtones, les femmes... combien de fois on a effacé l'histoire des femmes, sérieusement? Ou l'histoire des hommes qui se sont levés pour les femmes? Puis effacer est un grand mot. On n'est pas à un grand mot près. Fait que moi, je suis comme... ma théorie là-dessus, c'est qu'on est absolument à prendre à prendre. Mais moi, je pense que c'est que le problème numéro 1, c'est que plutôt que d'effacer, c'est qu'on nomme pas. Ce qui est la même chose que d'effacer, là. On s'entend, là. Mais moi, je vois pas comme le personnage de l'histoire qui est comme « fuck les femmes ». Moi, je veux juste que quelqu'un qui le voit pas, puis ce qui... créer un système systémique. Ils ont vraiment brûlé des pages. Ça, c'est c'est pas des blagues. Ils ont vraiment voulu chercher à éradiquer. Ça, c'est calme. Il y a eu un génocide culturel des Autochtones. Ouais. Autochtones for sure. Autochtones for sure. Aucun doute là-dessus. Mais des femmes aussi. J'ai lu des livres qui parlaient de ça, justement. Tu sais, mettons, François... comment il s'appelle? François Poulain de la Barre. OK. Ce gars-là a été ramené à l'avant-plan par Simone de Beauvoir à l'époque avec le deuxième sexe. Simone, a girl. Et Jean-Paul Sartre, you know. Oui, absolument. Et il a été ramené à l'avant-plan parce que Simone de Beauvoir a fouillé, puis elle a fait comme ce gars-là. Puis ce gars-là, c'était un troll, c'était un Andy Kaufman de l'époque. Ah ouais, nice. Il était malade. Il se faisait passer pour une espèce de misogyne. Il a lancé un livre qui était en réalité une satire de l'homme mâle toxique, là, qui existait déjà à l'époque, for sure. C'est ça. Ouais. Puis ce gars-là a été... il a été... éradié, non, comment on dit ça? Radié, excommunié. Excommunié. Ouais. Il était... c'est-tu lui qui était prêtre ou curé? Je pense que c'était lui. Ou si c'est pas lui, c'était un autre homme. Mais à chaque siècle, il y avait un homme qui s'est levé pour les femmes. Et cet homme-là n'a pas fait long feu, là. Et tu sais, de peine et de misère, on a réussi à retracer l'histoire de ces hommes-là parce que, tu pouvais pas faire ça à l'époque. Là. Tu pouvais pas défendre les femmes. Là. Les femmes devaient rester au foyer. Gardons en tête qu'au Jardin botanique de Montréal, il y a un bonsaï qui est plus vieux que le droit de vote des femmes au Québec.
Ouais, absolument. C'est comme. Puis on oublie ça, là. Dans tous les fucking débats internet, whatever, c'est genre. C'est sûr qu'on a du chemin à faire. Voici oui. où est-ce qu'on part. Tu sais, comme. check. Ma grand-mère. C'est genre Non, comme c'est ça. ça. Man, ok, check, je suis né en 84. Ouais. Ok? En 75, je pense, faudrait vérifier, mais je pense que c'est en 75, c'était l'année de la femme, l'année internationale de la femme. Wow. En 75. Puis là-dedans, Thérèse Casgrain a joué un méga rôle. Shout-out Thérèse Évidemment. Casgrain. Qui connaît Thérèse Casgrain aujourd'hui? Moi, j'en ai entendu parler au secondaire. À part les initiés. Mais ça doit dépendre. Tu sais, j'allais à l'école privée, privilégiée. Il y avait des bons cours d'histoire, des bons profs d'histoire. C'est ça. Mais oui, j'ai entendu parler de Thérèse Casgrain Attends, au secondaire. Susan Brown Miller. Ça, je la connais pas. Ouais. Encore une fois, milieu des années 70. Là. Si c'est pas 75 aussi ou 74, là, son livre... je me rappelle plus comment ça s'appelle, Against quelque chose en anglais, je pense, mais en français, c'est le viol, carrément, le viol. Et je pense que c'était pour... Puis j'ai de la misère à y croire. Là, je t'en parle, puis la raison qui me fait douter, c'est que je suis comme pas certain parce que c'est tellement absurde qu'il faudrait que je retourne vérifier encore, mais je pense que c'est la première fois qu'une femme a défini les limites de ce qu'est un viol. Wow. Avant elle, c'était que des hommes qui définissaient ce qu'était le viol. Wow. Mais comme je te dis, c'est tellement absurde et tellement C'est près en de quelle année, nous. à peu près? 75, à peu près 74-75. Ouais, c'est 10 ans avant ma naissance. Fait que c'est tellement absurde et tellement proche de nous qu'il faut que je retourne vérifier parce que je suis même pas certain de ce que j'avance en ce moment. Ouais. Tellement... Mais tu comprends? Point is, si t'es pas sur la vérité, t'es pas loin d'eux. Puis point is, on a beaucoup. Puis on pourrait le faire des essais d'arguments de genre oh mais finalement il y a genre une fille qui l'a dit fucking 8 ans avant. Je m'en crisse. Le point c'est que on a a long way to go. Tu sais comme puis tu sais tout le monde qui sont contre les féministes sur Facebook and all that jazz. Here's my point, ok? Peut-être que des fois le jugement que tu lis sur Facebook n'est pas rhétorique à 100%. OK? Peut-être qu'il n'y a pas genre... Peut-être qu'il y a une erreur quelque part dans la logique, peu importe. On s'en crisse. Ben oui. C'est comme... on part de tellement loin que quand même qu'on irait un peu dans l'autre extrême, un petit peu, juste pour apprendre de fucking 2000 ans d'histoire puis encore plus longtemps de privilèges et d'opprimés. C'est pas grave. On va continuer de survivre. On est capable d'en prendre, puis on va apprendre de ce qu'on connaît pas, man. Here's my point. C'est ça. Ben, tu te rappelles de mon échange de mots avec Jean-François Mercier? Oui. Tu sais, aujourd'hui, avec du recul, je me dis peut-être qu'à ce moment-là, j'ai fait les choses de cette manière-là et j'étais persuadé de faire la bonne affaire. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis, c'est peut-être pas comme ça qu'on apprend les choses aux gens. Ouais. Parce que j'avais l'impression, avec du recul, je me dis peut-être qu'on y a sauté dessus à la gorge, tu sais, en gang, on y a sauté à la gorge en gang. Ouais. Peut-être que j'aurais fait les choses différemment aujourd'hui. Mais encore là, mon approche n'était pas sauvage, là, tu sais. Mais le fait que lui n'ait pas voulu se remettre en question, tu sais, c'est comme, tu sais, ça se peut que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Ça se peut que ça se passe pas aussi de manière douce que tu l'aurais souhaité, parce que c'est ça, des révolutions douces. Oui. C'est ça, puis on vit de petites comme de grandes révolutions en ce moment, puis ça se peut que ça se fasse dans la maladresse, puis ça se peut que t'écopes, mais comme, il faut que tu aies la maturité justement de prendre du recul un peu, de te remettre en question, puis de te dire... Puis des deux bords. Tu sais, comme, des deux bords, il faut être capable de se remettre en question, puis de voir ce qui est possible d'être fait. Puis tu sais, ça prend de l'empathie. Quand tu tends vers le progrès social, ça prend de l'empathie vers les victimes et les agresseurs. Puis de l'empathie de compréhension. Oh, attends, l'empathie envers les agresseurs. J'ai un peu de difficulté avec cette phrase-là. Les oppresseurs. Disons plus ça. Puis de l'empathie, c'est pas de l'empathie aveugle, là. C'est pas de l'empathie de comme « moi l'autre joue le christianisme ». C'est plus de l'empathie de « je veux te comprendre bouddhisme ». Ouais, ok, ouais. Non, je comprends. C'est comme... Mais agresseur, je sais pas. Tu sais, comme si on parle d'agression sexuelle, j'ai un peu de difficulté avec ça.
Absolument. Tu voulais dire je voulais pas dire agression sexuelle. Ceux qui reproduisent des patterns... Je voulais dire, mettons, que j'étais sidéré, puis tu connais mon opinion sur toute cette histoire, mais j'étais sidéré de voir les partisans de Trump dépeints comme des épais racistes. OK, ouais, je comprends. C'est ce que je veux dire par de l'empathie, c'est comme, vois d'où est-ce qu'il vient, vois pourquoi il agit comme il agit parce que présentement. Il y a du classisme beaucoup là-dedans. Si tu essaies d'y faire à croire que c'est un idiot, sans te mettre dans ses souliers, jamais tu vas réussir à avoir un dialogue. Impossible. Mais ça, tu sais, à quel point ces gens-là sont des oppresseurs rendus là, tu sais, c'est le système d'éducation puis les médias qu'il faut blâmer. Je n'enlève rien à l'histoire d'agression sexuelle puis tout ça, c'est comme, c'est tellement plus deep que ce que je peux comprendre. Je ne suis pas un expert en la matière. Non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, comme récemment, j'ai fait une sortie au mois de mai ou avril, tu sais. J'avais fait une sortie où justement je dénonçais ça. Ouais. Parce que on laisse pas l'espace. On laisse pas l'espace aux gens de justement de faire un examen de conscience puis de voir qu'est-ce que tu comprends pas, puis OK, je vais te l'expliquer, puis tout ça, puis bon, ça a brassé quand même beaucoup dans les cercles militants, ce texte-là. Puis là, récemment, il y en a un qui est sorti. Oui, je l'ai vu aussi. Sur TPR, right? Sur ton petit exact, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis content de voir qu'il y a une remise en question, et c'est ça l'affaire. C'est que le problème maintenant avec les gens qui sont anti-féministes ou qui partent à la chasse aux social justice warriors, ces gens-là ne se remettent pas en question souvent et ils vont toujours mais des deux bords, il y a aussi des social justice warriors qui se remettent pas en question. Il y en a, man. Ouais, mais attends. L'affaire, c'est que oui, il y en a, mais ceux-là sont tassés tranquillement parce qu'on réalise qu'ils nuisent plus qu'autre chose. Et les féministes se remettent constamment en question. Et on peut d'ailleurs saluer Judith Lucier, que je connais, qui est constamment en réflexion. Puis c'est un modèle d'empathie et d'auto-remise en question. Et 10 sur 10 pour Judith. Je vais saluer Anaïs Danfous-Joly qui, pareil, fait la même chose. Et non seulement ça, elle n'est pas blanche. Donc, elle pourrait se sentir encore plus attaquée parce que, justement, elle est femme, elle est noire, blablabla, tout ça. Fait que, tu sais, elle pourrait manquer énormément de patience parce que, que c'est drainant, là. C'est demandant sur les médias sociaux. Mais elle a le front du féminisme et le front du féminisme blanc. Elle a comme deux combats constants dans sa vie. C'est ça. Mais malgré tout, elle est patiente. Elle discute avec les gens, mais avant, c'était pas nécessairement ça. Puis je pouvais pas non plus, on pouvait pas lui reprocher parce que Chris, c'est tellement lourd à porter, mais malgré tout ça, elle s'est remise en question et maintenant, elle est plus indulgente et elle a une volonté que ça change pour vrai parce que Chris, c'est sa vie, là, tu sais, c'est sa vie, c'est la vie des autres femmes, c'est la vie des autres femmes racisées. Fait que elle a cette patience-là, elle y croit. Puis, mais c'est ça. Mais ces femmes-là, ces militantes-là, se remettent constamment en question. Mais les anti-féministes ou les chasseurs de social justice warriors, eux, restent tout le temps avec la même impression. Mais j'ai l'impression. Voici mon problème. La vieille impression de mettons, ils ont eu une mauvaise. Ils ont eu une mauvaise expérience avec les féministes en 2012. Puis ils restent avec ça, mais comme d'autres, regarde autour de toi, là, les féministes, se sont remises en question. J'ai l'impression qu'il y a des pommes pourries dans les deux paniers. Oui, mais... je peux pas commencer à comparer combien il y a plus de pommes pourries dans un panier ou dans l'autre, mais in the end, il faut qu'on réussisse à communiquer. Oui, tout à fait. Mais comme je te dis, d'un côté, c'est que de la mauvaise foi, tandis que de l'autre... Non, mais je le dis, c'est que de la mauvaise foi. On s'entend sur comme anti-féministe, c'est dur de pas être de mauvaise foi. Mais c'est ça. C'est parce que eux, ça sert leur cause d'être anti-féministe. Eux, ils n'ont pas de cause. Leur cause, c'est genre, je me protège parce que je me sens en danger, tu comprends? Puis on sait, ça, c'est quelque chose que les gens ont tellement besoin de savoir dans toutes les réflexions d'oppression au monde. Quand tu perds ton privilège, tu as l'impression que tu es en train de te faire opprimer.
Alors que non, tu fais juste comme revenir à la moyenne de... Exact, mais c'est ça. Ce qui est tellement central. Puis tu vois, ces gens-là sont comme... Le combat est enclenché là, pour eux, mais si ils doivent reconnaître que finalement la menace n'est pas présente ou n'est pas si grande qu'ils se l'étaient imaginé, la menace féministe, là, tu comprends? S'ils doivent reconnaître ça, ils en ont plus de combat. Mais eux, ils veulent continuer. Et c'est hyper passif-agressif. Ça devient identitaire. C'est ça. Ça, c'est triste. Sauf que c'est ça. C'est que si tu dois revoir ta position, t'en as plus de position. Fait que c'est pour ça. Fait qu'ils peuvent pas être nuancés. Tandis que les féministes, peu importe s'ils se remettent en question, ils vont quand même avoir un combat parce que le combat est réel. La menace est réelle. Tu comprends? Ouais. Fait que elles vont se remettre en question et le travail d'examen de conscience se fait sans cesse. Ouais. Et même si elles concèdent des points, même si elles s'adoucissent avec le temps, même si elles revoient leur approche, puis qu'elles débarquent puis elles sont moins agressives, ça ne change rien au fait que le combat va quand même demeurer. Bon, avant que tu nous racontes ton rapport laveur, là, yeah. Je veux closer sur Sommes-nous des intellectuels. J'avais promis une théorie. Ouais. Ma théorie, c'est qu'il y a tellement de réflexions et de théories qui ont été inventées dans l'histoire de l'humanité via des correspondances par lettres de gens qui se... Puis moi, j'ai l'impression que depuis 5-6 ans, à chaque fois qu'on se rencontre, je me dis toujours, c'est un peu comme genre... Marx puis Hegel. C'est un peu comme genre, tu sais, comme... j'ai facilité à exagérer, puis je suis pas en train de me comparer avec un des théoriciens les plus importants de la modernité. Mais mon point, c'est comme... Il y a souvent de ça, puis on finit par parler de trucs beaucoup moins importants, comme le rap keb ou whatever. Ouais. On finit toujours par apprendre l'un de l'autre, c'est vrai. C'est un enjeu black, là. Tu as absolument raison, mais c'est aussi quelque chose qui est proche de mon cœur. De classe, c'est une lutte de classe, c'est ethnique, etc. Mais in the end, on se fait aussi plaisir quand on se voit, puis on fait pas juste essayer de changer fucking le monde avec une discussion autour de la bière. Non, c'est ça. Mais, tu sais, moi je pense que on n'a pas besoin d'être allé à l'université pour être un intellectuel. Non, c'est clair. Mais tu sais, moi, c'est ce qu'on m'a convaincu de ça. Quand j'ai commencé à écrire, il y avait des gens qui avaient un bon succès d'estime auprès des intellectuels, des auteurs, des chercheurs universitaires, tout ça, des professeurs d'université, blablabla, tout ça. Puis, ces gens-là étaient vraiment solidement sur mon cas, tu sais. Puis moi, je débarquais de nulle part. Tu sais, je venais d'arriver. Ouais, c'est ça. Shout out. Puis je venais de. Le Beach Club. Ouais. Puis je venais d'arriver, puis j'étais comme. Tu sais, pour moi, c'était tout nouveau. Je venais d'apprendre qui était Albert Camus. Là, Oh man, puis, Camus, I love this guy. C'est ça. God bless. Puis ça faisait mal d'apprendre qui était Albert Camus. Quand j'avais comme, 24 ans, c'est très tard. Pour apprendre qui est Albert Camus. Il y en a qui n'apprendront jamais c'est qui en passant, fait que c'est still winning. Mais je viens de ce genre de milieu-là, puis je me suis fait sauter à la gorge par des universitaires et des gens qui avaient un succès d'estime. Oui, mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Puis, mais ces gens-là m'ont permis justement de jamais me considérer comme un intellectuel parce que j'ai les pieds à terre. Grâce à eux, là, tu sais, mais en même temps, ils m'ont beaucoup ralenti. Attends une minute, là, pour moi, c'est pas une victoire d'être un intellectuel. Non. C'est pas une fin, là. C'est juste je sais. Ouais, non, je sais, mais tu comprends? Ouais. Je me suis senti tellement imposteur à cause de ces gens-là et c'était pas nécessaire parce que le chemin, je l'aurais fait tout seul dans ma tête. Ouais. Le chemin de tu sais, je me sens mal de pas connaître tel auteur, de pas connaître tel philosophe. Le chemin, je le faisais déjà dans ma tête. Ça peut accélérer un peu le fait de te faire gosser avec ça. Mais justement, ces gens-là, aujourd'hui, où sont-ils? Qui sont-ils en... non, mais ils sont pas connus. Ils sont pas connus. Ils sont dans des tours d'ivoire, puis ils vivent leur vie, puis je leur souhaite d'être heureux. C'est ça, mais ils enseignent un cours à l'UQAM, là. Non, même pas. Ah, bon, non, ils font rien, ces gens-là. Mais en tout cas, mais c'est ça. Non, mais c'est ça qui est drôle. Puis après ça, tu sais, j'ai réalisé... Tout respect aux profs de l'UQAM. J'ai adoré mon bac. Non, c'est clair. C'était pas une attaque personnelle à personne. Les profs sont généralement down avec ce que je fais. Nice. Puis, même les gens qui n'étaient pas down avec ce que je faisais avant, aujourd'hui reconnaissent
reconnaissent Se sont ma trompés. pertinence, mon Ouais. talent, tout ça. Mais tu sais, je voyais ces gens-là citer Bourdieu. Puis moi, Oh, à cette je sais pas c'est époque-là... qui. Ah, tu sais pas c'est qui? Non. C'est comme le sociologue des sociologues, Ok. tu sais. Ouais, je suis pas Puis dans la c'est sociologie, lui mais- qui est comme à l'origine, par exemple, de tu sais, les inégalités sociales, Ok. la, Ouais. la violence symbolique, l'égalité des chances, tout ça, tu sais. Puis Wow, gros gars, pareil. Là. C'est genre- oh, c'est ouais, du ben gros oui. concept Non, aussi. Ouais. c'est ça, c'est ça. Puis ces gens-là citaient Bourdieu constamment, tu sais. Puis moi, à l'époque, j'étais pas outillé pour comprendre qui était Bourdieu. J'avais aucune idée qui était Bourdieu, tu sais. Puis je les écoutais braguer, là. Puis j'étais comme, OK, tu sais, ils se font une identité à partir de Bourdieu. Puis tout s'articulait autour du fait qu'ils avaient lu Bourdieu, puis, tu sais. Puis là, mais plus tard... Puis là, je voyais qu'ils se servaient de ça, pas juste de Bourdieu, mais ils se servaient de leur lecture, de leur knowledge pour me piler sur la tête. Puis plus tard, quand j'ai vraiment été comme en mesure de saisir qui était Bourdieu et qu'est-ce qu'il représentait, j'ai fait comme, man, vous avez pas lu Bourdieu, là. C'est impossible. C'est impossible Ah que... ouais, parce que c'était un make-up de Bourdieu, là. C'était comme, il portait un chandail du band, puis il avait pas vraiment écouté les albums. là. Ben, oui puis non, mais c'est parce que, tu sais, peut-être qu'il avait lu Bourdieu, mais comme, fuck, tu peux pas avoir lu Bourdieu puis frapper sur la tête d'un gars qui n'a pas été à l'université. Ouais, C'est ouais, ouais. totalement Ah ouais. anti-Bourdieu, ah oui. là. Ben oui, mais tu sais, pis ça, je veux dire, je pense que toi puis moi, on se situe quand même relativement à gauche sur l'échelle politique. Moi, sur certains enjeux, je suis plus à droite, mais sur certains enjeux, je suis plus à gauche. Mhm. Mais tu sais, c'est pas nouveau dans la gauche un dédain des pauvres, ce qui est Ben, c'est fucking ça. paradoxal. C'est Man. comme, d'où t'es-tu sérieux? Puis, hey, man, on pourrait se parler de Hillary Clinton pendant longtemps, puis d'essayer d'arriver aux démocrates pour l'élection des années passées, mais comme, pour moi, c'est l'essence même de ce dédain de Ouais. ce qu'ils se disent défendre, qui non, a c'est ça, fini c'est par ça. les manger tout rond. tu sais. C'est ça. Tu sais, j'écoutais des entrevues, j'aime beaucoup écouter des entrevues, par exemple, de Brassens ou Truffaut. Ouais. Ou, tu sais, puis... Shout out à ces deux gars-là. Puis j'écoute ces entrevues-là, tu sais, puis je me rappelle plus c'est lequel des deux, mais c'est Truffaut. Truffaut Ouais. n'a pas été à l'école. Le gars est juste, c'est un artiste That's it. parce C'est un Murphy que Cooper, man. il a comme pris racine dans le ciment. Tu comprends? Ouais. Il était pas dans le confort tu sais, universitaire tout ça. Tu sais. Ça a pris vraiment racine dans le ciment. Et j'écoutais ça, puis il parlait de comment il se sentait imposteur, blablabla, tout ça. Puis là, je réalisais, puis tu sais, j'étais comme, man, tu sais, tous ces artistes-là, je m'identifie tellement à ces artistes-là qui, justement, viennent de familles pas aisées, de milieux précaires, qui n'ont pas nécessairement le background universitaire puis tout ça, parce que, bon, tu sais, c'est pas la même époque. Là, aujourd'hui, de plus en plus de gens ont accès au cégep, à l'université, puis tout ça, une éducation postsecondaire. Tant mieux. Mais, ouais, tant mieux. Mais il y a cet esti de clash-là aujourd'hui qui fait que moi, qui m'identifie à ces gens-là dont la fibre artistique est née d'un désir de se sortir de ce milieu-là Ouais. précaire, ou pas juste de se sortir de ça, mais et le fruit de ça, tu sais, ils sont devenus artistes, ou ils étaient artistes à cause de cette condition-là, tu sais. Et là, quand je vois justement des gosses de riches ou de la classe moyenne puis tout ça, qui s'approprient ces artistes-là, puis cette dégaine-là, quand ils se promènent sur la rue, puis ils sont comme, ah, moi, je suis Jean-Paul, Ouais. je suis Jean-Paul. Il y a un luxe à pouvoir choisir ses combats. tu sais, C'est genre, ça. Ouais, Puis là, ouais, à un moment donné, je me sentais imposteur, puis j'étais comme, non, man, c'est à moi qui Ouais, s'adresse. c'est à part, Tu sais, ouais. comme Bourdieu a été élevé en milieu précaire, c'est de là que ça vient, Ouais. sa volonté d'expliquer puis de comprendre ce qui lui arrive, Ouais. puis les injustices qu'il vit, les inégalités qu'il vit, puis tout ça, Donc- ça vient de là. Pour résumer ça puis ramener ça un peu terre à terre, même si je suis un grand fan du Wu-Tang Clan, je me suis toujours plus identifié aux Beastie Boys. Pourquoi? Parce que c'est des gosses de riches? Ben, C'est des enfants de dentistes? Je sais pas si c'est des enfants de dentistes, mais c'est trois gars qui ont jamais eu de problème à bien vivre Ouais. plus jeunes. Ok, C'est mon ouais. point est le suivant, c'est comme, tu sais, moi je suis privilégié, j'ai deux parents qui C'est sont... pas grave, là, c'est pas... Non, je sais. Non, mais j'avais l'air de, tu sais. J'ai jamais apprécié l'expression gosse de riche, puis je pense que mes parents m'ont bien élevé dans la manière à ce que ben oui. j'ai jamais eu l'impression que j'étais un gosse de riche, Ouais. puis la richesse est subjective. Ben, puis- moi je le dis parce que
j'ai subi de la violence par rapport à ça. Et je ne suis pas, je n'appartiens pas à un groupe dominant. Fait que je le dise, ça va pas, tu vas pas genre aller dans un coin pleurer si jamais t'es un gosse de riche, tu comprends? Non, mais puis si oui, t'es laid. Ouais, c'est si oui, t'es le dude qu'on a vu en abdos vertical, faut pas y riche en tabarnak. Si oui, t'es ce gars-là, présentement. C'est comme calm down. Mais tu sais, in the end, j'ai jamais eu l'impression. C'est comme, parce que tu check, t'es toujours le riche de quelqu'un d'autre aussi, c'est un autre point important. Toujours, comme, parce que moi, j'ai jamais eu l'impression que j'étais dans la richesse, alors que ma mère est dentiste, mon père a travaillé chez IBM toute sa vie. J'ai jamais eu de problème de manquer à des ressources ou des besoins personnels. Puis, mais en même temps, moi, je checkais les kids qui arrivaient avec des Porsche à l'école, puis j'étais comme, non, ça, c'est un riche. Tu vois? Alors que moi, j'allais en autobus. Non, mais c'est ça. T'es toujours le riche de quelqu'un d'autre. Ben, c'est la classe moyenne. Moi, j'ai pas été élevé dans la classe moyenne. C'est ça, exact. Puis, très privilégié de l'avoir été, tu sais, puis d'avoir... Puis je pense que ça exprime beaucoup la personnalité que je suis aussi, c'est d'avoir toujours un pied. Oui, Tétroville, là, c'est dans l'est de la ville de Montréal, là. Ben, t'es à côté de Schlag-Mercier, là, t'es à côté d'Anjou, là. T'as les deux, t'as un pied dans les deux univers. Ça représente bien la personne que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire je peux jouer sur les deux fronts, puis ça me fait plaisir de l'être, mais non, mais c'est ça, c'est juste de checker tes privilèges, là, t'es à checker. Autant que moi, quand je suis arrivé dans le mouvement hip-hop, par rapport aux gens qui ont été élevés dans des ghettos avec des mères monoparentales, moi, mes deux parents étaient ensemble. Mais ma mère n'avait pas de travail, mais quand même, mes deux parents étaient ensemble. J'avais cet amour-là de mes deux parents. On était dans une banlieue, blablabla. Ce qui est tellement bon. Honnêtement, là, tu sais, comme... je veux pas commencer à dire comme l'amour c'est plus important que l'argent, mais comme d'avoir deux loving parents, man, qui sont là pour toi encore aujourd'hui. Mes voisins. Tu sais, ça, man, il y a pas de prix pour ça. Non, mais c'est tellement incroyable. Pour former un humain, là, c'est ça. Fait que quand je suis arrivé dans le mouvement hip-hop, je me suis beaucoup reconnu à travers ces gens-là qui ont été élevés en milieu précaire, mais j'étais privilégié par rapport à eux. Complètement. Donc, je me suis assis, j'ai fermé ma tabarnak de gueule et j'ai écouté, tu comprends? Ce que tellement de gens devraient faire. C'est ça. Au début, ça a pris du temps parce que je comprenais pas ça. Mais pour moi, les gens, les Haïtiens dans le milieu hip-hop ou les Marocains étaient mes premiers militants pour moi. C'est eux qui m'ont fait reconnaître mes privilèges. On n'avait pas les termes et tout ça à l'époque pour comprendre ça. Mais j'ai comme acknowledge mes privilèges comme ça à l'époque. Parce que justement, j'étais pour eux privilégié. Puis je vais juste amener un bémol rapide. J'ai dit que c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux pour un comportement humain que d'avoir deux parents qui s'aiment. Mais j'enlève rien à tout parent monoparental ou qui est issu d'un autre, qui a une autre. Ça n'enlève absolument rien à la possibilité de réussite et de bonheur de ce kid-là. C'est ça. Mais c'est... Ah non, parce que mes parents auraient pu être les pires parents du monde puis être ensemble quand même. On va perdre la caméra, mais c'est pas grave. On va conclure avec ton anecdote de raton laveur sur le fil audio. Pour les gens qui sont sur la vidéo, allez écouter. Dans la description en bas, il y a l'entrevue, pas l'entrevue, le podcast. L'épisode au complet. Au complet, en audio, sur les plateformes de Murphy Cooper. Murphy, raconte-nous ton anecdote des ratons. Oui, mais c'est ça. Le 29 juin, on s'était donné rendez-vous. Pour notre premier épisode. Pour notre premier épisode d'enregistrement de podcast. Merci aux gens sur Patreon, justement, qui ont socio-financé une partie de ce micro-là, parce que toi aussi, tu t'as fourni. C'est la moindre des choses. Mais c'est ça, fait que j'étais super... j'avais vraiment hâte. Réciproquement, ça fait longtemps que j'attends ça. Super excité de faire ce podcast-là puis tout ça. La veille, je suis concierge, je travaillais de nuit. Et là, quand je suis sorti du métro, le dernier métro, incroyable. J'étais sur ma rue et là, je checkais mes notifs puis tout ça, puis j'étais absorbé par mes notifs. Je venais de publier une photo sur Instagram, puis là, j'étais comme... Est-ce que j'ai eu des likes, blablabla, tout ça. Je suis dû d'ailleurs, je suis dû pour pouvoir publier une. Ouais. On prendra un selfie ensemble. Ah, bonne idée. Puis, ça me ferait tellement plaisir d'avoir un selfie avec Murphy Cooper. Indeed, ça fait longtemps. Mais tu sais quoi? On a pris un selfie ensemble, là, 2 ans, jour pour jour, devant le Dunkin' Donuts de Verdun. Oh, wow! On en prendrait une devant le Dunkin' Donuts de la place Ville-Marie. Trop bon, 10 sur 10. Parfait. C'est ça, pour mettre les gens en contexte, en ce moment, on enregistre dans un food court. Le food court de la place Ville-Marie, c'est ça le concept. On veut le bruit ambiant, puis tout ça en toile de fond. D'ailleurs, pour le prochain, j'aimerais ça t'amener dans mon hood, j'aimerais ça t'amener au food court de la place Versailles. Ben, pourquoi pas? Je te ferai un lift si tu veux. Non, c'est ça. C'est ça, moi...
Mais, ouais, fait que c'est ça. Fait que je marchais sur ma rue. Et là, c'était le mardi soir, jour de vidange à Montréal, en tout cas dans Verdun. Et là, j'étais absorbé par mes notifs. Puis là, à un moment donné, j'entends grogner. Mais vraiment comme fort. Mais là, au début, je pensais que c'était un homme saoul qui était sur le point de sortir derrière une voiture pour venir me crisser une volée, je sais pas. Puis là, j'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, j'étais comme, ah non, c'est un chien qui grogne. Puis là, même pas le temps de comprendre, je regarde devant moi, il y a 2 ratons laveurs qui sont encore en train de grogner et qui se mettent à courir puis à s'enfuir de moi parce qu'ils se sentaient en danger, ils avaient peur. Et là, je sens comme un petit quelque chose sur ma jambe. Là, après ça, je regarde derrière moi. Il y a un 3e raton laveur qui est derrière et lui, il regarde la scène. Il est en train... Lui, il s'est dit, moi, je vais continuer à fouiller dans les vidanges, là, puis je vais juste regarder la scène, puis je vais veiller à ce que tous mes ratons soient all good. Shout out au K6A. Et là... Tellement. Et là, je suis arrivé chez moi. On va parler d'eux tantôt dans notre shit de Rap Cab. K6A central au hip-hop québécois pour moi. Non, c'est ça, c'est ça. À tous les gars, là. J'avais fucking 12 ans, là, puis peut-être... Ouais, je pense que j'avais 12 ans, puis je voyais Monkey graffer au Under Pressure, puis j'étais comme wow. Exact, mais c'est ça. C'est tellement important. C'est pour ça que le côté innovateur de Dead Obeez, moi, je le donnerais peut-être plus à Maybe Watson, Filigrane, puis tout ça. Le K6A était très axé franglais. Maybe Watson a amené quelque chose de très lexical. Il a joué beaucoup avec, en tout cas. Puis, fait que c'est ça. Quand même cool, les liens qu'on peut faire, Raton Laveur, Rap Cap, tout ça, K6A. Et fait que c'est ça. Puis là, je suis arrivé chez nous, puis j'étais comme, wow, j'ai une anecdote de morsure de raton laveur. Mais là, j'étais comme, attends, mais est-ce qu'il y avait la rage? Oui, puis là ça fait mordre, ça veut dire que tu vas te faire checker. C'est ça, là, mais j'étais pas certain s'il m'avait mordu ou s'il m'avait griffé. Puis là, je suis arrivé chez nous, puis ça avait vraiment l'air d'une morsure. Puis là, bon, là, j'étais comme en panique. Pendant que je me désinfectais, ma copine a appelé au... 411, c'est ça Info Santé? Ouais, peu importe. Info Santé, elle a appelé Info Santé. Puis là, ils ont dit, mais ça se pourrait que ce soit la rage. Puis le tétanos aussi. Parce que je n'étais pas vacciné contre le tétanos. Fait que là. T'es allé faire ta carte d'assurance maladie. Il fallait que j'aille faire ma carte d'assurance maladie aussi. Fait que là, j'étais comme, wow. Puis là, elle a demandé à ma copine, où est-ce que ça s'est passé? Fait que là, elle a dit dans Verdun. Elle a dit, OK, attendez une minute. Puis là, elle a dit, quelle rue? Là, elle a donné la rue. Puis là, elle a dit, oh, c'est un endroit à risque. Et ça se pourrait très bien que votre copain ait attrapé la rage. Fait que là, j'étais comme, oh, wow. Fait que là, on a pris un rendez-vous avec, comment ça s'appelle, Bonjour Santé? Quelque chose comme ça, là. Allô? Shout out Dr. Barrett. Peu importe. Je sais pas comment ça s'appelle, le Bonjour quelque chose. L'application qui permet d'avoir rendez-vous. Un rendez-vous, tu payes comme 20 $. Puis, en tout cas, fait que le lendemain, j'ai eu un rendez-vous. Et là, je suis... Puis il a fallu que j'aille faire ma carte, ça a été fucking long. Après ça, puis là, moi, je t'ai dit, je t'ai tenu en stand-by un peu, là, tu sais, parce que c'était le lendemain de notre tournage, là, tu sais. Fait que là, c'est ça, je t'ai tenu en stand-by, j'ai été faire ma carte. Après ça, là, je suis allé à mon rendez-vous. Là, à mon rendez-vous, ça a été fucking long. Là, ils m'ont donné le vaccin contre le tétanos. Après ça, le médecin, vraiment pas rassurant, était comme, mais là, ça se pourrait très bien que ce soit la rage, monsieur. Puis là, moi, je peux rien faire. Je suis pas une experte en raton laveur ou en infection, blablabla, tout ça. Là, j'étais comme, wow. Pas rassurant. C'est pas ta job d'être rassurant non plus. C'est vrai que ça aurait pu être la rage. Moi, j'étais inquiet. Quand tu m'as écrit, j'étais inquiet. Puis je m'inquiète pas souvent. Là. Comme la rage, inquiétant. Non, mais c'est ça. Fait que là, elle dit, demain matin, le plus tôt possible. Mais là, ça me faisait peur parce qu'elle me disait le plus tôt possible. Mais en fin de compte, c'était le plus tôt possible parce que cette clinique-là, spécifiquement des infections, les maladies infectieuses, là, était ouverte de 6h30 à comme 11h, puis après ça, c'est fini. Fait que là, je suis arrivé à 6h30. Là, j'arrive là-bas, ça a pris comme 2 heures avant de voir le fucking médecin. Le médecin, il fait comme, oh, je sais pas quoi dire, blablabla. Là, je suis comme, wow, OK. Là, il dit, là, il faut que j'appelle Santé Canada ou Public Health. En tout cas, puis là, je suis comme, OK. Fait que là, il dit, retournez vous asseoir dans la salle d'attente, puis je vais vous rappeler. Puis là, finalement, la secrétaire vient me voir, elle me dit, monsieur, il faut attendre que Santé Canada ouvre. Et il ouvrait seulement à 10h. Puis moi, je suis là depuis 6h30 le matin, tu sais. Fait que là, j'ai attendu jusqu'à 10h pour me faire dire ce que j'avais déjà lu sur Internet. Il n'y a pas de cas de rage de raton laveur à Montréal. Même dans tout le Québec, il n'y en a pas.
Fait que là, il m'a dit, je peux vous retourner chez vous immédiatement ou vous pouvez choisir de vous faire vacciner juste au cas. Ouais. Et là, j'étais comme, mais si je me fais pas vacciner, quelle anecdote de marde! Oh. C'est tellement pas punk rock comme anecdote. D'être comme j'ai scrappé notre tournage pour rien. Ben oui, puis je suis comme, man, je peux pas me targuer d'être vacciné contre la rage. Fait que j'ai fait, OK, j'ai même pas hésité. Pas le choix. J'ai fait, je m'en vais me faire vacciner. Ça donnait la paix d'esprit, là. Moi, je me suis fait vacciner aussi juste parce que t'es sûr que t'es correct. Non, c'est ça. Ouais. Fait que là, je suis allé, puis là, finalement, comme le temps d'attente était encore plus long. Puis là, finalement, ben, c'est ça. Fait que j'ai été vacciné en 5 doses. Puis ça c'est... 5 doses, man, c'est pas rien. Mais pour finir cette anecdote, tu le sais, mais le matin, je te l'ai dit, mais je vais acheter un peu de contexte à tout ça. Moi, j'ai eu toute l'histoire de paranormal dans la vie, puis l'histoire de comme, j'ai eu un devin ou un don, même si ma mère est quand même un peu là-dedans, tu sais, pas tant que ça, de manière très rationnelle, mais comme, tu sais, elle m'a toujours dit quand j'étais jeune, des fois j'ai des rêves prémonitoires. Moi, je te raconterai une anecdote après, là. Pour le prochain épisode. Ouais? Ben, l'anecdote, oui, mais pour le vrai, on ouvrira la vibe. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? Très longtemps, moi, je suis bientôt brûlé. C'est pas grave, on peut continuer. Ouais, mais moi c'est le fait de parler activement à quelqu'un. OK, parfait. Ça va se faire très rapidement, parfait. Mon point, c'est que plus jeune, était comme des fois, je vais rêver que ma patiente est enceinte, sa patiente de dentiste, puis effectivement, le jour même, sa patiente débarquait au bureau et est enceinte. Tu sais, comme, quand elle dire. Puis moi, je rêve presque jamais. C'est extrêmement rare. Ben, je rêve, mais je me rappelle pas. Scientifiquement, on rêve tous, mais on se rappelle pas toujours. Puis ce jour-là, je me suis réveillé avec un rêve clair, là, que je me faisais mordre par les jambes par un cochon d'Inde noir et blanc. Wow, c'est ce que j'avais quand j'étais enfant. Puis comme j'ai regardé ça à Camé en me réveillant. OK. Puis après ça, tu m'apprends que tu as été mordu par un raton laveur, la même nuit au moment où je suis en train de rêver à ça. Ce qui est quand même fucked up shit, mesdames et messieurs. Incroyable. Finis ton anecdote. Oui. Là, tes notifications, c'est la fin. Non, mais c'est ça. Ce que tu dis, moi, je te trouve pas cinglé d'avoir ces espèces de passages prémonitoires, là, parce que c'est ce que je vis sans cesse. Premièrement, la synchronicité. Je dis des mots, ça apparaît, tu sais, à la télé, ils vont dire exactement les mêmes mots. Puis là, des gens disent, ouais, mais c'est sûr que si c'est des affaires simples, genre bonjour, hi, non. À un moment donné, ma copine écoutait Dawson en anglais et j'ai dit bon voyage et Dawson a dit bon voyage. Le Frenchie touch, il a dit en français tout de suite après. Puis ça m'arrive sans cesse, mais ce qui est le plus fréquent, c'est que j'ai toujours des prémonitions de décès de vedettes. Quand David Bowie a lancé un clip et j'ai dit je me suicide quand David Bowie va mourir. Il est mort 24 heures plus tard. Mais en même temps, son clip c'était assez prémonitoire. Je l'avais pas vu encore. J'ai juste fait comme j'ai juste été répandre mon amour pour David Bowie sans avoir vu content que tu te sois pas enlevé la vie, cela dit, rest in peace Chester. C'est ça. Quand Jean Lapierre est mort, la veille, le soir même, j'ai publié une photo sur Instagram et je sais pas pourquoi j'ai eu comme une espèce de des fois c'est comme ça, il y a des choses qui s'insèrent dans ta tête puis tu peux pas expliquer pourquoi, t'as pas brainstormé pour que ça arrive, là, mais c'est là. Puis là j'ai écrit comme Rest in peace Marie-Soleil Touga, je viens d'apprendre pour la nouvelle. Le lendemain, Jean Lapierre est mort, puis je m'étais dit dans ma tête, c'est vérifiable, là, tu peux aller voir sur Instagram. Je te fais confiance. Le lendemain, puis je m'étais dit dans ma tête, je m'étais dit, man, il me semble que ça fait longtemps qu'une vedette n'est pas morte d'un écrasement d'avion. Je sais pas pourquoi je m'étais dit ça. Il y avait aussi B.B. King. La veille, je sais pas pourquoi, j'ai eu ça, cette espèce de révélation-là. Il fallait que je mette le cover punk de Pennywise, de Stand By Me. Et j'ai dansé dans ma cuisine avec ma copine, on a trashé sur Darling, Darling, Stand By Me, Won't You. Puis le lendemain, B.B. King est mort. Même journée, j'ai publié sur Facebook l'album Dookie de Green Day. Et j'étais
clueless par rapport à ça, mais le lendemain, il célébrait son 20e anniversaire d'existence. Ouais, je comprends. Ouais. Et ça, mais je peux aller on and on and on and on. Ouais. J'ai plein de cas comme ça. Mais- Ah non, attends. mais- On a fait un album de Noël avec des CD-RED. Je me souviens, ouais. Moi, j'ai choisi la chanson de George Michael, Last Christmas, Ouais. I Gave You My Heart. Ouais. Le lendemain qu'on a publié cet album-là, George Michael est mort. Tu comprends? C'est fucked up. Mais c'est fucked up, puis moi, dans un prochain épisode, je vais prendre les deux côtés de l'argumentation. Je vais te donner des raisons pourquoi je pense que t'es un mystique, puis pourquoi je pense que c'est juste un biais mathématique. Mais comme. Ça se pourrait, mais ça me fait freaker quand même. Moi-même, je suis toujours entre les deux chaises. Ce podcast est possible grâce au Patreon de Murphy Cooper. Allez immédiatement financer la Connu Life. Puis moi, Patreon.com/Murphy Cooper. Anyway, on va mettre les liens. les là. liens. Puis moi, fais juste me donner du fame pour l'instant. Je suis capable de le monétiser autrement. Exact. Pour l'instant. Voilà. On verra pour la suite. Je vais rénover mon Patreon bientôt. Là. Pour l'instant, il y a juste un projet rap anglophone dessus, mais à suivre. Entre-temps, on va brainstormer pour un nom de podcast. On ne sait pas encore comment ça s'appelle. On sait juste qu'on tourne dans le food court de la place Ville-Marie. Pour l'instant, c'est ça qui se passe. Mon nom est Murphy Cooper. Je suis connu. Et je suis un tabarnak de poète. #connu live. Voilà.